Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation. Nous avons donc vu hier comment obtenir ses premiers clients dans les grandes lignes, mais surtout cela est développé grâce à notre experte marketing dans les vidéos auxquelles vous pourrez avoir accès. Aujourd'hui, nous allons voir un peu quelles vont être les premières étapes. Alors forcément, vous allez arriver vers votre client avec une liste longue comme ça de questions à lui poser que je vous transmettrai également pour vous faire gagner un temps précieux. Avec cette liste, vous allez apprendre à les connaître. Une fois que vous aurez toutes les informations sur eux, vous allez savoir vers quoi vous rediriger pour trouver au mieux ce qui correspondra aux envies de vos mariés. Ensuite, il y aura plusieurs choses auxquelles je vous donnerai accès, telles que par exemple les rétro-plannings. Donc ces rétro-plannings, ce sont des plannings, mais à l'envers, tout simplement. Plutôt que d'aller dans l'ordre chronologique, ils vont dans l'ordre décroissant. Qu'est-ce qu'on doit faire tout d'abord avant d'arriver à la date clé? Il y aura également quelques petits trucs et astuces, comme par exemple, ok, vos mariés ont envie de se marier, mais on ne sait pas quand. Qu'est-ce que vous allez leur conseiller? Alors, à savoir que par exemple, le printemps et l'été sont certes les périodes les mieux conseillées, mais c'est également la haute saison, les vacances, pour les mariages également. Donc, la plupart des lieux, la plupart des prestataires vont être pris. Si on ne s'y prend pas suffisamment à l'avance, c'est peut-être quelque chose à ne pas négliger et à réfléchir avant si on veut réellement se lancer dans cette voie-là. Les prestataires seront donc avec des tarifs plus élevés et plus difficiles à trouver. Contrairement à ce qu'on appelle la basse saison qui est également existante dans les mariages, l'automne et l'hiver, ce qui correspond à peu près d'octobre à avril, proposent justement des tarifs beaucoup plus avantageux et puis il y a une plus grande disponibilité de la part des prestataires d'ordre général. Un petit astuce également, et d'ailleurs étonnamment, il y a certaines personnes qui le font. Vous pouvez proposer à vos mariés de s'unir en semaine. Il n'y a pas que le samedi en Saint Graal qui existe pour les mariages. C'est certes le jour qui est le préféré par les mariés, mais le dimanche souvent est également à peine moins cher, le vendredi encore moins cher, et alors si vous prenez pendant la semaine, généralement vous avez tout qui est disponible et les tarifs sont presque équivalents à de la basse saison. De temps en temps, ça dépend chez qui vous êtes. Grâce à toutes les deadlines imposées par votre fameux rétro-planning, vous allez pouvoir respecter les limites. Vous allez avoir des deadlines qui vont être inscrites sur ce programme que je vais vous donner. Et à partir de là, vous allez voir, alors là, on est à une année exactement du mariage, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis combien de temps ça me prend pour faire, par exemple, la papeterie? Faire la papeterie, confectionner sa propre papeterie et envoyer les premiers jets d'invitation, ça peut prendre entre 1 mois et 2 mois. Ça dépend de votre rapidité et celle de vos prestataires. Il y aura le moment où vous allez discuter avec le prestataire pour dire ce que vous allez vouloir comme papeterie. Il y a le moment de création où il va inventer, où va mettre sur pied. Il y a le moment de validation. Vous du coup, les mariés vont devoir valider le visuel. Il y aura peut-être des corrections à faire. Vous rajoutez encore une petite semaine de correction. Il le redonne. Là, on dit que c'est bon. Ensuite, il envoie un premier jet avec un ou deux exemples, peut-être avec des papiers différents pour voir les différentes structures qu'on peut obtenir. Donc là, ils vont valider un des deux. Encore une semaine qui s'écoule. Et puis après, on lance l'imprimerie générale, bonne semaine, l'envoi, encore quelques jours. Et puis après, vous-même, le fait d'écrire, enfin vous-même de nouveau, vous pas, vos mariés, le fait d'écrire toutes les adresses, nanani nanana, le fait que ça fasse mal à la main, le fait qu'on doive travailler, le fait qu'il y ait les enfants à doucher le soir, ils vont sûrement pas envoyer il y a centaines d'invitations en un seul coup, donc du coup ça va encore traîner 3-4 jours. Vous avez facilement entre 1 et 2 mois qui se sont écoulés. Mais ça, si on ne le sait pas, on peut pas renseigner les mariés par rapport à ce genre de délai. Après, c'est tout bête, il y a certains sites internet qui ont déjà des modèles préfets. Vous mettez votre modèle, vous le visualisez, vous voyez directement que ça vous plaît, hop, vous lancez les 50, les 100 impressions et c'est terminé, en une semaine c'est fait. Mais ça, c'est une question de budget également et d'envie. Il y a des mariés qui vont vouloir avoir un gros budget pour la papeterie parce que c'est la toute première chose que les gens vont recevoir. Ils veulent des modèles uniques, ils veulent pas quelque chose de préfet, ils veulent faire fonctionner le local peut-être. Et là, vous allez trouver des artisans de chez vous qui vont le faire et là, les prix, ils vont faire du x3 ou x4 par rapport à ce qu'on peut trouver en ligne sur internet. Au niveau de l'organisation, on va dire générale de la journée, peut-être aiguiller vos mariés s'ils ont envie de faire
trop de choses dans la même journée, leur indiquer que ce n'est pas forcément une excellente idée. Je m'explique. Il ne faut pas parcourir de trop longs trajets et il faut réduire au minimum le nombre d'arrêts. Privilégier les mariages qui se font en deux parties. Une partie civile, où ils vont à la mairie, où ils font leur signature de papier, etc. Et puis une partie fête, plutôt que de vouloir faire les deux en un et faire passer tous les invités d'un endroit à l'autre, puis à un autre, puis à un autre. Le déplacement de foule prend un temps considérable. La journée n'est pas à rallonge, malheureusement. Et à un moment ou à un autre, il va y avoir des couacs de planning. Souvent, si on réfléchit un peu, comment se déroule une de ces journées où une personne a envie de tout mettre dedans. Le matin, il se trouve à la maison ou dans un hôtel. Alors, idéalement, par exemple, là, ils doivent faire venir les prestataires à la maison. Ils doivent se coiffer, se maquiller, s'habiller dans cet endroit-là. Ils doivent pas s'amuser à aller chez le coiffeur, aller encore récupérer les fleurs chez le fleuriste et aller encore se coiffer là-bas. Non, j'ai dit coiffer. Se maquiller là-bas. Il faut que eux viennent. Sinon, là, ça fait déjà trop se déplacer les mariés et on perd énormément de temps dans la matinée. Un temps qui est précieux. Ensuite, on passe à la mairie. Donc là, supposons qu'on a invité tout le monde nous attend à la sortie de la mairie pour lancer les fleurs. Pas le riz. Le riz est interdit depuis certains temps. Donc les fleurs, les pétales, toujours avoir bien vu avec la mairie si on a le droit de lancer quelque chose et qui est-ce qui ramasse derrière. Est-ce que c'est la mairie elle-même qui propose un service de nettoyage ou si c'est vous qui devez passer le petit balai avant de partir. Donc ça, c'est aussi toujours quelque chose à bien regarder, bien s'assurer. Donc on part à la mairie. Supposons après qu'ils veulent aller à l'église. On déplace toute la foule à l'église. Il y a la cérémonie qui se déroule. Bon, dans tous les cas, l'église est souvent très proche de la mairie, mais quand même, généralement, il n'y a pas besoin de prendre de voiture, ou en tout cas, c'est à proscrire. On ne prend pas de voiture entre la mairie et l'église. Vous allez perdre des invités en chemin. Il y en a qui vont débarquer en plein milieu de la cérémonie parce qu'ils se sont perdus, parce qu'ils n'ont pas trouvé parking. On se déplace à pied à l'église. Ensuite, peut-être qu'ils vont vouloir faire des photos juste après, et peut-être que devant la mairie ou devant l'église, c'est pas très joli, donc ils vont peut-être repérer un petit coin là-bas dans le jardin qui est très joli. Alors hop, tout le monde se déplace dans le jardin, on va attendre que tout le monde y soit. On prend les photos, tel groupe, ok, on repart. On prend les voitures, on va dans un endroit pour prendre le vin d'honneur. Là, le vin d'honneur, c'est vraiment c'est l'apéritif. C'est le terme qu'on utilise pour différencier l'apéritif de l'apéritif. Vous avez le vin d'honneur, qui est l'apéritif de l'après-midi juste après la cérémonie, et vous avez ce qu'on garde comme appellation de l'apéritif, qui va être pendant le souper, ça va être l'entrée. Donc voilà, donc si vous déplacez encore vos invités quelque part pour aller boire quelque chose parce que c'est meilleur là-bas que ce qu'ils vont proposer pendant le souper, et puis après on déplace encore tout le monde au souper, vous n'allez jamais vous en sortir. Limitez idéalement vos déplacements à 2, voire 3 grand maximum s'il n'y a pas besoin de véhicule entre le premier et le deuxième ou le deuxième et le troisième. Vraiment, c'est important, j'insiste. Concernant les cérémonies, vous allez également pouvoir proposer à vos mariés plusieurs solutions, voire même eux, ils en ont déjà en tête. Donc on a vraiment plusieurs catégories de mariés. On va avoir ceux qui savent déjà dans quelle direction aller, mais ils savent pas comment y parvenir, et c'est pour ça que vous êtes engagés. Et il y a ceux qui veulent se marier, mais alors comment? Et c'est pour ça que vous devez intervenir. Donc à vous toujours de guider et d'aiguiller au mieux vos mariés. Au niveau des cérémonies, qu'est-ce qu'on a? On commence avec la cérémonie qu'on appelle civile. C'est pour le but d'être unis légalement parlant. Donc il y a vraiment un papier qui va être signé, qui va unir le couple aux yeux de la loi. Ça se passe généralement dans la commune de résidence d'un des deux époux. Ça dure environ une quinzaine, vingtaine de minutes. Si la mairie s'est fait une petite folie, une trentaine, mais non, ça dure toujours environ 20 minutes. Et puis, c'est assez impersonnel généralement. C'est pas à la mairie qu'on va pouvoir mettre de la décoration. C'est pas à la mairie qu'il y aura plusieurs chansons pour l'entrée, pour la sortie, une chanson douce en plein milieu. Non. Pas de musique, ce sera vite fait, bien fait, on aura peut-être une petite musique pendant la signature pour faire passer le temps, mais ce sera pas là qu'on pourra laisser libre cours à son imagination. C'est quelque chose d'impersonnel aussi dans le sens que la mairie, eh bien celui qui va vous unir ou celle qui va vous unir pas vous du coup, vos mariés, va forcément, elle envoie 25 dans la journée. Donc évidemment que son discours va être le même copier-coller pour tout le monde. Elle va peut-être vous demander, voilà, je vais vous lire tel article ce jour-là, est-ce que ça vous convient?
Ok, mais elle va le lire aux 15 autres derrière et aux 15 autres avant. Et puis, justement, c'est souvent la course. Quand on arrive à la mairie, on attend, parce que le couple d'avant est en train de sortir, on voit le lancer de pétales, etc. Nous, on rentre, et quand on sort, on a tous les invités qui attendent les mariés dehors, mais tout autour, il y a des invités de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose d'assez impersonnel, mais un passage obligé pour être uni aux yeux de la loi. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les cérémonies religieuses. La décoration, elle est plus généreuse. Là, on peut déjà s'amuser à mettre le tapis blanc, à mettre du gypsophile ou n'importe quelle autre fleur dans l'allée. On peut mettre des gros bouquets devant, derrière. On peut décorer justement le pupitre sur lequel le religieux, n'importe quelle culture, va actuer, hein, n'est-ce pas? Et puis, on va pouvoir rajouter des fleurs, on va pouvoir mettre de la musique, idéalement même de la musique live, hein, qui va donner un peu ce côté un peu plus spécial. C'est très joli, hein, par exemple dans une église, ça résonne très très bien, alors c'est juste magnifique. Après, quelque chose qui est chouette, alors ça dépend les églises, des fois ils sont d'accord, des fois ils ne le sont pas, quand ils savent qu'il y a plusieurs mariages le même jour, si vous êtes assez malin, vous pouvez proposer à vos mariés, s'ils ont un petit budget ou s'ils veulent absolument de la décoration, parce que ça va prendre un certain temps à mettre en place cette décoration. Donc s'il y a des gens après, s'il y a des gens avant, ça va être compliqué de vite l'enlever après ou de vite l'installer, à moins de vraiment prendre des choses qui se posent littéralement et puis c'est bon. Mais là, on sera sur de la décoration minime. Donc, quelque chose qui est sympa à faire, c'est d'appeler les autres qui sont avant et après, leur demander s'ils sont d'accord d'avoir de la décoration, leur expliquer quelle sera la décoration pour l'église, et même de leur demander s'ils sont d'accord de diviser les frais. Parce que les frais divisés par peut-être les 2 ou 3 mariages, ou 4, qui vont avoir lieu le même jour, ce sera sympa pour vos mariés. La musique, plutôt du live ou alors quelque chose qui est enregistré, ça va très bien aussi. Une musique d'entrée, musique de sortie. Quand on sort, évidemment, ce sont les mariés qui vont sortir d'abord, suivis par les autres. C'est juste? Non, c'est un piège. Ce sont les invités qui vont sortir d'abord, qui vont former la haie d'honneur à l'extérieur pour accueillir les mariés. Et puis, au final, on a les mariés qui vont sortir pour être accueillis à l'extérieur. L'ordre d'entrée, ce sera le marié avec sa maman, et qui vont aller se placer. Ensuite, il y a les témoins et les demoiselles d'honneur qui vont entrer et s'installer également au lieu de la cérémonie. Les enfants d'honneur, hein, qui vont par exemple mettre des petites pétales ou autres par terre. Et puis finalement la mariée qui vient au bras de son papa ou de toute autre entité masculine. Et puis s'il n'y en a pas, on est au 21e siècle, hein, on n'est pas à ça près. Il y a énormément de traditions qui ont lieu dans les mariages, comme les entrées au bras de l'un, au bras de l'autre, le fait qu'on mette plutôt la famille de l'un à gauche, la famille de l'autre à droite, le fait que pourquoi est-ce qu'on offre des dragées, pourquoi est-ce qu'on porte la mariée, pourquoi est-ce qu'il y a cette fameuse coutume qui dit que la mariée doit avoir quelque chose de neuf, quelque chose de prêté, quelque chose d'ancien, quelque chose de bleu. Justement, je vais vous faire dans la formation ce devoir de recherche en vous donnant quelques idées de tiens, pourquoi ça se fait comme ça? Parce qu'au final, vous allez pouvoir argumenter justement à vos mariés. Oui, alors là, je vous conseille de faire ça parce que ta. Mais vous savez qu'historiquement parlant, il se passait à ce moment-là. Donc, est-ce que vous voulez garder la tradition ou est-ce que c'est quelque chose dont vous en fichez et puis finalement, vous allez plutôt faire ça à votre sauce? Mais comme ça, vous allez avoir ce dialogue et accessoirement, vous allez montrer votre culture et votre savoir-faire dans ce milieu en expliquant quelques origines de ci ou de ça. À savoir qu'il faut toujours que ce soit apporté de manière subtile. Vous n'allez pas pouvoir dire ah oui, alors qu'est-ce que vous invitez qu'est-ce que vous offrez à vos invités après le mariage? Ah, moi je vous conseille les dragées parce que les dragées, ça monte du Moyen-Âge parce que la fertilité, ils s'en fichent. Peut-être qu'ils n'avaient pas du tout envie d'écouter toute votre histoire sur les dragées parce qu'ils avaient déjà pensé à la petite huile italienne originaire de la ville dans laquelle le mari est né. Donc pourquoi les bassiner avec vos dragées? Donc toujours ramener de manière subtile. Si vous voyez que c'est pas le moment ou qu'ils n'ont rien à faire, on ne le dit pas. Et puis finalement, il existe la cérémonie laïque qui pour moi est vraiment la plus jolie, la plus moderne. C'est celle dans laquelle on va le plus pouvoir s'exprimer soi-même. Il n'y a pas de stress pour la décoration généralement, étant donné que c'est un endroit privé avec des horaires complètement libres. Il n'y a généralement personne après, personne avant. Vous pouvez tout mettre le matin même ou la veille en place. Par contre, ça va demander un certain travail de création parce que vous allez devoir imaginer complètement
comment va se dérouler la cérémonie, vous allez devoir imaginer quel va être le design de cette cérémonie, et puis ça aura un budget un peu plus conséquent, parce que du coup, il faudra prendre probablement tout le mobilier qui va avec, l'arche est coûteux, toutes les chaises pour que les invités puissent s'installer à un prix forcément, à moins que ce soit par exemple dans un château, vous sortez tout le mobilier de l'intérieur pour le mettre à l'extérieur, et puis le soir venu, vous déménagez tout. Mais ce n'est pas recommandé, hein, parce que forcément, pendant qu'ils sont en train de boire le vin d'honneur, voir une équipe derrière de déménageurs en train de bouger toutes les chaises, c'est faisable, mais c'est pas forcément la chose la plus esthétique et la plus adaptée. La décoration peut donc être conséquente et particulièrement adaptée. Ça peut vraiment être au goût des mariés, sans stress. Vous allez pouvoir y mettre plein de rituels symboliques. Il en existe des 1000 et des 100 que je vous ferai également chercher dans la formation. Vous avez le rituel du sable qui est pour moi un des plus jolis et des plus simples à faire. Donc vous attribuez une couleur à chaque marié de sable avec un grand vase en plein milieu, et puis ils vont devoir verser ce sable à l'intérieur de cette jarre ou de ce vase. Et puis forcément ça va se mélanger comme leur amour qui sera après indissociable, etc. Et du coup ce qui est chouette, c'est d'avoir le rituel symbolique et de connaître la symbolique qui est également derrière. Il y a par exemple, on joint les mains et puis on met des rubans autour que les invités vont pouvoir venir placer. Il y en a une multitude. Celui de la bibliothèque, où chaque invité doit prendre un livre qui lui tient à cœur ou offrir un livre aux mariés, et puis ça va leur former une petite bibliothèque autour d'eux de participation, et puis ce sera leur construction. Enfin, on peut avoir des 1000 et des 100 de rituels, et ce sera à vous d'aiguiller vos mariés sur quelque chose qui va pouvoir leur plaire, et puis de nouveau très malléable, très modulable et adaptable. Au niveau de la longueur, ça va pas être quelque chose de vite comme à la mairie où en 15 minutes c'est fait. L'église, ça peut être des fois, si vous n'êtes pas croyant, si les invités sont pas croyants, si les mariés sont pas croyants, ça peut être un peu longuet, avec des paroles qui ne touchent pas forcément directement. Tandis que là, vous allez avoir entre 20 et 1 heure environ maximum, hein, parce qu'après ça fait trop long, de discours, soit par un officiant laïque certifié qui va devoir discuter avec les mariés pour les connaître au mieux, soit l'officiant laïque n'a pas besoin d'être une entité reconnue du tout. S'ils veulent que ce soit leur meilleur ami, leur frère, leur père, on s'en fiche, tant que ça représente les mariés et puis qu'il a une assez bonne élocution, tout le reste, c'est super. Et justement, il y aura sûrement encore plus d'émotions si c'est fait par un proche qui les connaît. Concernant la recherche du bon officiant laïque, il faut être sûr que, donc si ce n'est pas un membre de la famille, et encore, hein, parce qu'il faut quand même vérifier leur disponibilité. Il faut que la personne puisse accompagner les mariés pendant un certain temps pour être sûr d'être sur la même longueur d'onde. Parce que si le discours dit le jour J ne correspond pas aux mariés, ne leur parle pas, ne dégage aucune émotion, on a perdu une partie importante de cette fameuse cérémonie. Il faut également penser à ses frais de déplacement. Est-ce que celui-ci habite loin? Comment vont se passer les appels? Est-ce qu'il est d'accord de faire ça, par exemple, par Skype, par Zoom ou sur FaceTime? Ou est-ce qu'il veut absolument être chez la personne et du coup va facturer à chaque fois les frais de déplacement? Idem pour le jour J. Quel genre d'officiant est-il? Est-ce que c'est quelqu'un de plutôt sérieux? Est-ce que c'est quelqu'un de, même s'il n'est pas un religieux officiel, est-ce qu'il va plutôt tourner ça d'une manière religieuse quand même? Est-ce qu'il est rigolo? Est-ce qu'il va donner quelques blagues, des anecdotes sur les mariés? Ou pas du tout. Il veut vraiment que ce soit juste très joli. À voir également ce que cherchent les mariés et quel genre d'officiant vous arrivez à trouver. Également connaître ses opinions. Est-ce qu'il est d'accord de faire des rituels ou est-ce qu'il est complètement contre? S'il est complètement contre, est-ce que ça convient aux mariés? Comment gère-t-il les interventions? Met-il lui-même de la musique qui a été choisie par les mariés? Ne demande-t-il pas l'avis des mariés? Met-il de la musique tout seul? Est-ce qu'il faut faire intervenir quelqu'un pour quand il hoche la tête, on lance une musique? Est-ce qu'il va faire intervenir des témoins, les parents? Qui est-ce qui va se mettre d'accord? Est-ce que c'est lui qui va contacter la famille pour demander qui veut prendre la parole à quel moment? Ou est-ce que c'est vous, en tant qu'organisateur de mariage, qui devez envoyer des messages à tout le répertoire des mariés pour savoir qui peut faire un discours et puis placer
les gens les plus pertinents, c'est-à-dire les plus proches généralement dans le discours pendant la cérémonie, et puis tous les autres discours un petit peu plus légers peut-être, plutôt dans la soirée. Puis bien évidemment, ne pas oublier les tarifs, hein, parce que forcément, dès le moment où il est reconnu, il peut coûter suffisamment cher. Là, on parle de tarifs entre 500 et 2000 de nouveau, ça dépend de qui, quand, quoi, comment. Donc c'est un budget d'avoir un officiant laïque en plus de l'achat de l'arche, l'achat des fleurs, les voilages, etc. Donc ça a un certain coût d'avoir une cérémonie laïque et ça, il faut pas l'oublier. Quelque chose à prendre en compte aussi, c'est que souvent les cérémonies laïques, on les fait à l'extérieur. Et même si on les fait à l'intérieur, il faut toujours penser à prendre un micro et un haut-parleur, ainsi qu'un pupitre, ça c'est plus évident, mais le micro et le haut-parleur sont un must-have pour l'officiant laïque. Parce que celui qui est tout au fond des chaises, il n'entendra rien du tout, et ça, ce sera vraiment très très dommage. De gâcher ce moment si particulier et si beau juste parce que l'officiant n'a pas suffisamment la voix qu'il porte, ou parce qu'il y a le bruit, rien que le vent, ça dérange déjà pas mal. Il y a certains prestataires avec lesquels les mariés doivent avoir plus de feeling que d'autres. Et notamment, l'officiant laïque, il doit être apprécié par les mariés. L'officiant laïque doit être apprécié. Maquilleur et coiffeur, souvent j'aime bien quand même s'ils s'entendent bien avec, parce que ça va être un peu le premier visage, le premier prestataire qu'ils vont voir dans leur journée. Donc s'ils tombent sur quelqu'un qui ne s'apprécie pas du tout, ils peuvent commencer assez mal leur journée et ce serait dommage. Donc un bon feeling avec ce prestataire-là, c'est recommandé. Puis le photographe, hein, qui va littéralement les suivre toute la journée, même s'il y a plusieurs forfaits pour les photographes, c'est toujours bon de les avoir le maximum de temps possible en accord avec le budget des mariés. Et puis vous-même, c'est très important que vous vous entendiez au mieux avec vos mariés, c'est d'une importance capitale. Parce que vous allez les suivre généralement pendant très longtemps. Si à un moment ou à un autre, vous sentez par exemple que vous perdez un peu leur confiance, si vous sentez que vous vous éloignez, que vous n'êtes plus vraiment sur la même longueur d'onde, posez-vous les questions. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que j'ai été trop distant avec eux? Est-ce que j'aurais plus dû communiquer sur ce que j'étais en train de faire? Ont-ils perdu la confiance parce qu'ils ont l'impression que je ne fais rien? Je vous avoue que ça m'est arrivé lors de mes tout premiers contrats où mes mariés perdaient confiance en moi parce que je faisais tout dans mon coin et j'arrivais, par exemple, si le DJ, ça lui prenait 3 semaines pour me répondre, pour moi ça me prenait 3 semaines à envoyer la réponse aux mariés. Alors que ça, c'est une erreur. Vous allez, par exemple, envoyer le message au DJ, vous informez les mariés. Bonjour, voilà, le message pour le DJ a été transmis, j'attends sa réponse. Et puis, peut-être qu'une semaine après, vous envoyez un petit message. Bonjour, je suis toujours dans l'attente de la réponse du DJ, mais je lui ai renvoyé un petit mail aujourd'hui, à voir quand est-ce qu'il répond. Et comme ça, en fait, ça vous décharge. Vous allez justifier le fait de peut-être votre lenteur sur le fait que c'est la suite qui ne vous a pas suivi. Mais vous faites votre travail. Vous avez écrit la première fois, vous avez relancé, vous avez appelé, et seulement après 3 semaines, il y a eu enfin une réponse, par exemple. Mais ne disparaissez pas pendant 3 semaines. Ça, c'est vraiment l'erreur du débutant à ne pas faire. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, n'ayez pas peur. N'angoissez pas à la charge de travail qui peut paraître conséquente. Alors, je ne dis pas qu'elle ne l'est pas. Mais cependant, elle est plus simple qu'elle ne le paraît. Une fois que je vous aurai donné les bonnes bases, que je vous aurai guidé, appris à suivre les bonnes voies au bon moment, vous allez voir que tout va se construire vraiment facilement et que rien ne sera compliqué à mettre ensemble. Si vous avez déjà à l'heure actuelle un travail, que vous ne voulez pas le quitter pour vous lancer complètement là-dedans, vous avez le temps. C'est totalement envisageable. C'est comme ça que j'ai commencé. Je n'ai pas quitté mon travail pour me lancer là-dedans parce que petit à petit, vous aurez suffisamment de charge de travail pour vous passer du premier job. Mais au début, c'est mieux. Gardez votre travail. C'est évident qu'il ne faut pas tout lâcher en vous disant je me lance dans cette carrière-là. Attendez, apprenez, faites vos expériences de terrain, vérifiez, assurez-vous que c'est vraiment quelque chose qui vous plaît, que vous aimeriez rester là-dedans. Et puis, vous allez voir que d'avoir un événement qui se concrétise, qui se finalise sous vos yeux, c'est tellement beau, c'est tellement précieux que ça va justement vous donner encore plus envie de passer par tout l'administratif qu'il y a avant pour finir justement sur ce beau rendu pour le fameux jour J. N'oubliez pas que je reste présente pour vous aider, pour vous aiguiller sur le groupe Facebook et que vous avez également un coaching téléphonique avec moi pour votre tout premier mariage. Les clients, ça va pas être un problème étant donné qu'il y a la partie marketing qui va être mise en place
et avec qui vous allez quand même pouvoir discuter sur le groupe Facebook également s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Cette formation reste accessible à tous, que vous soyez âgé, jeune, en études, que vous ayez déjà un travail à côté, mère de foyer. C'est vraiment accessible pour absolument tout le monde sans aucun prérequis. Je vous encourage vivement à passer à l'action si vous y pensez maintenant. C'est que vous avez besoin de changement. Vous n'êtes pas ici pour rien, donc au bout d'un moment, il faut y aller. L'offre actuelle pour la formation est à 500 € de réduction sur le prix de la formation, donc ça vaut le détour. C'est le moment de commencer et je vous dirai à bientôt.